que la Honda Civic, que la Nissan Altima et même que la BMW de série 5. Dans quelle catégorie croyez-vous que la Protégé LX se classe? Voici un indice. La toute nouvelle Mazda Protégé LX. La surprise est à l'intérieur. Yvon, on a des Américains pour toi. Des Américains? Où est-ce qu'on s'envoie avec ça? Dans peinture. Au Texas, vous pensez bien grand? Of course! Of course not. Ici, il y a 140 000 pieds carrés, le plus gros pouvoir d'achat, on est imbattable. Assez, Yvon. Assez. Ici aussi. Moi aussi, les prix. Come on down, Bob. The price is right. Si vous trouvez moins cher ailleurs, ils vont écaler le prix, puis en plus, ils vont enlever 10 Ils t'ont enlevé 10% de toi et tout, hein? Chez nous, au Québec, rôdant l'entrepôt, c'est le gros bon sens. La Néon de Chrysler gagne tellement de prix que cette année, on a décidé de la gâter. Avec 2 coussins de sécurité de série, un moteur performant de 4 cylindres, 132 chevaux et 16 soupapes. Une suspension indépendante aux 4 roues. Et tout ce qu'on a pu trouver afin de vous offrir une auto avec plus d'équipement à 199 $ par mois seulement. Mais le succès, qu'est-ce que ça donne? Une occasion de montrer notre fierté. La Néon 95 chez votre concessionnaire Chrysler. Et lorsqu'on est arrivé chez Club Piscine, on a trouvé vraiment ce qui correspondait à nos besoins, et que ce soit au niveau qualité, au niveau prix, au niveau choix. Nous autres, on est allés chez Club Piscine, puis on est très contents de notre achat. Je le recommanderais, oui, à tout le monde que j'aime. Pour la garantie du meilleur prix. Stéphane Rousseau au Beau Dimanche, 20h. Rire garanti. Moi, je m'étais dit, pourquoi pas encourager la concurrence puis faire des économies si possible. À un moment donné, il est arrivé par la poste une grosse facture de 103 $. Wow! Pas de date, pas de numéro de téléphone, absolument rien. J'ai demandé des explications à la compagnie. J'ai attendu 25 longues minutes pour me faire dire qu'il n'y avait pas d'explication qui était pour faire enquête et qu'on était plusieurs personnes dans la même situation. Tout de suite, j'ai cancellé mon abonnement. Comme des milliers d'autres, José Lavigne est revenue chez Belle. À partir de ce moment-là, j'ai dit bye-bye la concurrence. Je retourne avec mes anciennes amours. Québec veut réduire l'attente pour les opérations. Les chirurgiens sont sceptiques. Ottawa s'entend discrètement avec les squatteurs Mohawks d'Oka. L'ONU cherche à se réformer pour son cinquantenaire. Le téléjournal avec Michel Viroli. Bonsoir. Québec lance un plan d'action ambitieux pour réduire de moitié, d'ici 1 an, l'attente pour les opérations chirurgicales. Le plan dévoilé par le ministre de la Santé, Jean Rochon, veut augmenter de 50 % le nombre des opérations qui peuvent être effectuées en une seule journée. Mais le milieu médical réagit avec scepticisme. Voici les précisions de Christine Saint-Pierre. Au Québec, on évalue à 35 000 le nombre de personnes en attente d'une opération. Des attentes qui peuvent se prolonger pendant plusieurs mois. Pour réduire les délais, le nombre d'opérations d'un jour sera augmenté de 50 % d'ici 1 an. Mais on a une situation où la technologie s'est développée de façon importante et nous permet de faire dans une seule journée un tas, beaucoup plus d'interventions qu'on pouvait faire auparavant et d'être beaucoup plus efficace. Natacha est entrée à l'hôpital à 7 heures ce matin pour y subir une intervention chirurgicale mineure. À 14 heures, elle obtenait son congé. J'aime mieux aller chez moi avec ma famille, puis rester là. Puis si je suis malade, j'aime mieux être chez moi qu'être à l'hôpital. L'opération d'un jour est, selon le responsable de l'hôpital Jeffrey Hale, sans risque pour les patients. S'il y a le moindre problème, les gens peuvent revenir. Mais les gens qui reviennent, c'est minime. Selon le ministre Rochon, la clientèle n'a pas à s'inquiéter puisque seuls les patients qui ne courent aucun risque seront retournés à la maison. Et dans le moindre risque, dans le moindre doute, c'est-à-dire le moindre risque possible, ça devient que ce n'est plus un cas de chirurgie d'un jour, si vous voulez. C'est une personne qui restera à l'hôpital. Le ministre parle d'économies de 10 millions, mais dans la réalité, c'est tout autrement. En termes d'économie, les économies sont relativement minimes. Aussi, on est sceptique sur la réduction des temps d'attente. Ils seront annulés, croit-on, par les compressions budgétaires qui forceront d'autres fermetures de lits. Il est peu probable, surtout dans les régions où les lits sont déjà
insuffisant que ces mesures-là permettent de réduire les durées d'attente. Pendant la campagne électorale, les péquistes avaient promis de s'attaquer en priorité aux délais d'attente pour les interventions chirurgicales. Le plan d'action du ministre Rochon risque de passer rapidement inaperçu, puisque la semaine prochaine, il devra expliquer comment il entend faire pour effectuer des compressions de 500 millions de dollars dans son ministère. Christine Saint-Pierre, à Québec. Et toujours à Québec, une autre bataille d'experts s'annonce. Cette fois, c'est sur l'adhésion d'un éventuel Québec souverain à l'ALENA. C'est que les libéraux ont commandé une étude juridique américaine qui met en doute la volonté des États-Unis d'intégrer un État québécois dans l'accord de libre-échange. Une étude qui contredit carrément un autre avis, lui aussi américain, rendu public il y a quelques semaines par le ministre Richard Lehir. Le compte-rendu de Gilles Morin. Les politiciens lisent minutieusement les sondages. Ils constatent que les Québécois ne veulent pas y perdre au change dans un éventuel Québec souverain. Il y a quelques semaines, les péquistes avaient marqué un point en publiant un avis juridique de Rogers & Wells de New York, stipulant qu'au lendemain d'un oui au référendum, les accords internationaux comme l'ALENA et le GATT continueraient d'être appliqués entre les États-Unis et le Québec jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par de nouvelles ententes. Cette étude nous démontre très clairement qu'il n'y en aura pas de vide juridique. Et ça, c'est un élément capital pour assurer les milieux économiques. Cet avis se basait sur la présomption de succession d'État, généralement appliquée en de tels cas par l'administration américaine. Les libéraux ont commandé à leur tour une étude chez White & Case de Washington qui dit le contraire. La loi américaine et la Convention de Vienne ne reconnaissent pas la succession d'État. C'est clair. Les Américains ne la reconnaissent pas non plus. C'est strictement sur une base de table rase. S'ils veulent la reconnaître, c'est libre à eux. Le sujet a même fait l'objet d'un débat de 2 heures à l'Assemblée nationale. En conclusion, John Tchatcha a suggéré aux péquistes d'aller consulter la haute administration américaine pour en avoir le cœur net. Demandez-leur, est-ce que oui ou non, nous allons être admis à l'ALENA sous les mêmes termes et conditions qui existent présentement? Comme il fallait s'y attendre, le ministre Richard Lehir s'en tient à l'avis qui lui est favorable. Il ne fera aucune démarche dans l'immédiat auprès de l'administration Clinton. Idéalement, ces consultations officielles devraient avoir lieu au cours de la période transitoire suivant un référendum favorable à l'indépendance. Les discussions autour de cette première étude sur les coûts de la souveraineté durent depuis une dizaine de jours. On peut s'imaginer l'ampleur des discussions à venir parce qu'il reste encore 39 études à publier. Gilles Morin, à Québec. Du côté de la Commission nationale sur l'avenir du Québec, c'est la culture qui a dominé aujourd'hui. Des artistes, membres de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, ont réclamé une loi reconnaissant les créateurs. L'organisme affirme que des changements majeurs doivent de toute façon être apportés, que le Québec devienne souverain ou pas. Maxence Bilodeau. Depuis longtemps, les créateurs revendiquent une plus grande reconnaissance de leur travail et l'obtention des avantages financiers qui s'y rattachent. En ce moment, les droits d'auteur sont régis par le fédéral. La loi fédérale favorise l'œuvre et les utilisateurs de l'œuvre, alors que la Société des auteurs et des compositeurs veut une loi qui favorise plutôt les créateurs. Ce qu'on est venu dire un matin, c'est qu'on a besoin de respecter, de protéger le droit d'auteur. On a besoin de défendre l'œuvre. On a besoin de se donner des outils pour ne pas être englouti dans la mer anglophone qu'il va y avoir tantôt. La société québécoise s'en rend pas compte en ce moment, mais on est tous concernés par ça. Si nous autres, on disparaît, vous disparaissez. On disparaît tous, puis on devient américains. La Société des auteurs et des compositeurs voudrait que Québec rapatrie des pouvoirs du fédéral pour que la province ait pleine compétence en la matière. Mais on ne se fait pas d'illusions sur les chances d'obtenir un amendement constitutionnel après les échecs des 30 dernières années. Vous suggérez donc de rapatrier ça au Québec, et c'est impossible. Je veux dire, c'est le rêve ou le malentendu tenace. C'est rêvant couleur, effectivement, on en est bien conscient. Pierre Bertrand et Richard Séguin sont tous deux souverainistes et pensent qu'il y aurait plus de chances que les créateurs soient reconnus dans un Québec souverain. Et ils affirment aussi que la majorité des artistes sont toujours souverainistes. Mais qu'on comprenne bien, là, ça, oui, tu regardes, il est gros comme ça, là, tu sais, un gros oui sans équivoque, OK? Mais qu'on comprenne bien que qu'est-ce qui arrive pour nous, je veux dire, c'est un combat de tous les jours.
Des auteurs comme Pierre Bertrand et Richard Séguin ont la chance d'avoir des revenus supérieurs parce qu'ils interprètent aussi leurs compositions, mais au Québec, le revenu moyen des compositeurs est d'environ 2000 $ par année. Ici Maxence Bilodeau, à Beauport. Dans quelques instants, au Point Média, un reportage sur le journal le plus influent au monde. Que veut le Wall Street Journal? Aussi, information, publicité et voyages gratuits, l'affaire de la spiruline. À Kanesatake, les Mohawks qui occupent illégalement des maisons appartenant au gouvernement fédéral pourront y rester sans être inquiétés. Plutôt que de les expulser, comme il en avait été question à l'origine, Ottawa a décidé de leur louer ces maisons. Les autres résidences achetées par le fédéral à Oka seront elles aussi louées à des Autochtones, mais les plus belles étant déjà occupées par les plus forts, les autres devront se contenter des restes. Alain Picard. Voici ce qui arrive quand on tente de prendre du visuel d'une maison occupée illégalement par des Indiens à Kanesatake. C'est l'intimidation habituelle. Ce qu'ils tentent de faire, c'est de protéger les acquis d'un de leurs amis qui a pris possession de cette maison illégalement il y a 3 jours. Elle fait partie des toutes dernières maisons qui viennent d'être achetées par le gouvernement. Après avoir parlementé avec eux, ils finiront par avouer que dans cette guerre des maisons, c'est au plus fort la poche. Avec le gouvernement, dit-il, c'est trop long. Pour ne pas perdre la maison, on en prend possession, premier arrivé, premier servi. Sur les entrefaites, voilà que l'heureux propriétaire arrive et accepte de nous faire visiter sa nouvelle résidence qui a vue sur le lac et pour laquelle il paiera un loyer de 475 $ par mois. Nouveau propriétaire, parce qu'hier, il s'est présenté devant les autorités et on lui a tout simplement fait signer un bail. Visiblement mal renseigné, le responsable du dossier au gouvernement fédéral prétend toujours que ces illégaux devront quitter les lieux. On a déjà une personne qui a quitté. Il nous en reste 3 et on continue nos discussions avec eux pour tenter de les persuader de quitter. Mais c'est plus dur pour ce jeune couple qui, lui, a pris la peine ce matin d'aller s'inscrire au bureau du gouvernement fédéral afin d'obtenir une maison. Ce n'est pas juste pour ceux qui respectent les règles du jeu, dit-il. Ils pourront occuper leur nouvelle maison au mois de mai. Alain Picard, à Montréal. Alors qu'à Montréal, la guerre fait rage entre bandes de motards rivales, des Hells Angels de partout en Amérique sont réunis à Sherbrooke pour une véritable opération de relations publiques. Ils seront près de 5000 ce week-end à participer à ce qu'ils appellent leur Bike Show, une exposition haute en couleurs et en décibels. Patrice Roy. Vendredi soir dernier, une bombe endommage le bunker du groupe de motards, les Rockers, sur la rue Guilford à Montréal. Autre épisode de la guerre de la drogue que se livrent des groupes associés aux Hells Angels.